ça rassure. Garance, documentariste déterminé, enquête et découvre à partir de faits historiques les fondamentaux de l'assurance. Marmande. Le musée des mystères vient de fermer. Garance a terminé une murder party, un jeu de rôle grandeur nature qui permet à chaque joueur d'incarner un personnage avec sa propre histoire, sa personnalité et ses propres objectifs. Garance se pose au café le plus proche. Elle a besoin de se changer les idées. Un thé vert, s'il vous plaît. Et je vous emprunte le journal. Garance consulte le Républicain Lot-et-Garonne. Elle feuillette tranquillement le journal. Un titre attire son attention. Dramatique accident, il décède en tombant dans un puits. Un ouvrier de 42 ans est décédé ce vendredi à Tourtresse après avoir chuté dans un puits alors qu'il travaillait. Garance est documentariste. Elle se passionne depuis quelque temps sur l'histoire de l'assurance et de la protection à travers les âges. Elle commence à faire quelques recherches en ligne et découvre les derniers chiffres officiels connus qui font état d'environ 700 000 accidents du travail et arrêts pour maladies professionnelles dans l'année. Garance tombe sur le compte Twitter nommé Du Accident, qui recense les accidents du travail mortels en France. Tenu par un professeur d'histoire-géographie, ce compte indique plus de 1200 morts par an dans le cadre de l'activité professionnelle. Garance est déjà sur son téléphone. Incroyable ce compte Twitter. Un ouvrier est décédé après avoir été enseveli sur un chantier. Un agent de nettoyage d'une compagnie aérienne aurait été mortellement percuté sur une piste de l'aéroport Charles de Gaulle. À Gros-Hermitage, un ouvrier de 18 ans a succombé à ses blessures après avoir été écrasé par une poutre en béton sur un chantier. Eh ben dis donc. Garance découvre dans la foulée le scandale lié à l'amiante. Ces procès de l'amiante ont duré des années. Mais comment est-ce qu'on protège la santé des travailleurs ? Est-ce qu'on l'assure ? Garance rentre à son hôtel. Elle appelle Henri, son contact privilégié, ami de ses parents, qui est agent général d'assurance. Bonjour Henri, c'est Garance. Comment vas-tu ? Oh, salut Garance. Je vais bien et toi ? T'aurais 2 minutes ? Ah, toi tu viens me parler d'assurance. Je me trompe ? Ah non Henri, tu te trompes pas. J'ai été bouleversée. Je viens de prendre conscience de tous ces accidents liés au travail. Et puis il y a ce dossier de l'amiante, c'est dément. Il y a des familles qui veulent continuer le procès au pénal. On parle de 3000 décès par cancer chaque année. Et surtout de maladies professionnelles. Qu'est-ce que c'est au juste ? Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont ce que nous, les assureurs, appelons des sinistres qui arrivent dans le cadre du travail. C'est une grosse partie de notre activité de conseil et de mise en place de garanties complémentaires pour les entreprises et pour les particuliers. Mais j'ai aussi vu qu'il y avait des fonds de garantie. C'est quoi exactement ? Oui, en l'occurrence ici, c'est le FIVA, c'est le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que sur des sinistres aussi graves que ceux de l'amiante, l'État est parfois obligé d'intervenir pour organiser l'indemnisation des victimes. Les montants en jeu sont trop importants. Mais pour des cas plus simples, si je puis dire, ce sont les régimes de sécurité sociale qui indemnisent jusqu'à un certain montant. Et puis nous, les assureurs, nous prenons en charge le reste, d'où le terme de complémentaire. C'est aussi le cas d'ailleurs quand l'accident ou la maladie ne sont pas d'origine professionnelle, c'est-à-dire pas forcément un accident du travail. Garance a déjà probablement décidé de réaliser un documentaire sur le sujet des accidents du travail. Et depuis quelle époque les assureurs indemnisent ? Alors les assurances accidents et maladies dans le cadre du travail sont véritablement apparues dans le sillage de la révolution industrielle, avec l'arrivée des usines et du monde ouvrier. Mais l'idée de la protection sociale, elle est bien plus ancienne, comme d'habitude. J'ai lu quelque part qu'en Égypte, on essayait de se préoccuper de la santé des ouvriers qui construisaient les pyramides. Déjà, la notion de prévention existait, tu vois, on n'a rien inventé. Et avant que tu me poses la question, je suis intéressé par un documentaire sur ce sujet, et qui pourrait m'en parler ? Je te réponds tout de suite. Appelle Cyril Piatekhi de l'Université d'Orléans. Tu le connais maintenant, il te parlera des origines de la protection sociale. Contacte aussi Marine Vigneron et Charlotte Broussy, toutes deux spécialistes de l'histoire des assurances, tu les connais également. Et puis ensuite tu me rappelles, je te donnerai un autre contact intéressant pour que tu comprennes mieux les assurances sociales de nos jours. Garance suit les consignes d'Henri et commence par contacter Cyril Piatekhi, professeur d'économie à l'Université d'Orléans. Elle lui adresse un mail pour fixer rendez-vous. Elle l'appelle le lendemain. Bonjour Cyril, c'est Garance, la documentariste. Je vous dérange pas ? Pas du tout, j'attendais votre appel. Vous vous intéressez à la protection des travailleurs et au système d'assurance à travers l'histoire, c'est bien cela ? Oui, en effet. Je me demande quelles sont les origines de la protection des travailleurs, des assurances sociales. J'ai été choquée, je vous l'avoue, par le scandale de l'amiante et je me demandais comment ces risques avaient été appréhendés au cours de l'histoire.
Vous savez, Garance, pendant une grande part de notre humanité, la plupart des êtres humains étaient considérés comme de la main-d'œuvre exploitable à merci par la classe dominante. L'apparition des États va changer la donne. C'est-à-dire sous l'Antiquité ? En effet, l'idée qu'il faut une protection collective de certains accidents du travail apparaît dans l'Antiquité. Les souverains savent qu'une main-d'œuvre de qualité est importante pour garantir l'efficacité de leur action. Dès 2500 avant notre ère, Methme, médecin égyptien, est chargé de surveiller l'état de santé des ouvriers et des esclaves qui travaillent sur les chantiers des pyramides. Nous retrouvons cette préoccupation dans la Perse antique. Aux alentours de 1750 avant Jésus-Christ, le premier code législatif qui nous soit parvenu intact, le code d'Hammurabi, dont la stèle, je vous le rappelle, se trouve au Louvre, présente une sorte d'embryon de protection sociale. Il y est affirmé que le rôle d'un souverain est de garantir le bonheur de ses sujets. Donc il y a plus de 4000 ans, on avait déjà le souci de son prochain. C'est intéressant. Oui, mais attention tout de même. De façon globale, dans l'Antiquité, le sort des personnes handicapées dépend du degré de l'atteinte, car on estime que la personne handicapée discute avec le dieu et les monstres. Aussi, les difformités conduisent le plus fréquemment à la mort par abandon ou exposition, comme chez les Athéniens et les Spartiates, parce qu'elles traduisent la colère des dieux. Néanmoins, dans l'espace public, certains handicaps sont pris en compte. Par exemple, il a été remarqué que les édifices publics ont des rampes d'accès à pente faible qui permettent aux handicapés d'y accéder. Et en matière de prévention des accidents et des maladies, est-ce qu'il y a eu des réflexions et des actions menées ? Oui, et nous avons des traces. En 460 avant Jésus-Christ, le célèbre médecin grec Hippocrate a décrit la colique de l'ouvrier métallurgique qui manipule du plomb. À Rome, architectes, médecins et écrivains ont successivement constaté une corrélation entre les tuyaux de plomb et certaines intoxications liées au transport de l'eau dans les dits tuyaux et étudié la céruse de plomb et l'intoxication au mignon. On utilisait alors des masques en vessie de porc en guise de prévention. Mais il faudra réellement attendre le XIIIe et le XVe siècle pour que les maladies des métiers soient étudiées. Et c'est bien après, en 1700, qu'apparaîtront les premiers travaux systématiques de prévention avec le médecin italien Bernardino Ramazzini. Et l'assurance dans tout ça ? C'est trop tôt sans doute. C'est trop tôt. Mais on peut citer à Rome certaines formes associatives culturelles, sportives ou de banquets, de la Concorde, en référence à la déesse romaine de la bonne entente domestique, qui ont cherché à lutter contre les inégalités sociales de leurs membres, pouvant même prendre en charge ceux qui étaient touchés par la maladie ou tout autre malheur. Dès l'apparition du christianisme, toutes ces initiatives vont se généraliser au sein de l'Église avec la mise en place de structures d'accueil pour assurer le devoir de charité. N'oublions pas que l'Église a imposé entre 80 et 85 jours fériés par an pour des raisons de culte, mais surtout pour permettre aux individus de se reposer, sinon ils seraient morts au travail. Mais l'État, lui, qu'est-ce qu'il fait pour la protection sociale ? L'intervention publique est souvent défaillante ou insuffisante. L'initiative privée va s'y substituer au travers des corporations qui vont imposer aux maîtres des règles sévères de prévention en faveur des apprentis, avec des sanctions lourdes pour les employeurs, pouvant aller jusqu'à la prison en cas de non-respect, et ce, afin qu'ils soient traités humainement. En retour, l'apprenti est contraint à une conduite exemplaire. En France, la protection des travailleurs du bâtiment n'apparaîtra qu'à la fin du Moyen-Âge, avec la patente de Charles IX de juillet 1567. Le début de la protection sociale étatique était né. Merci Cyril, c'était passionnant comme toujours. Au revoir Garance, ravi d'avoir pu vous aider. Je vais continuer mes recherches. Garance poursuit ses recherches. Elle traverse la Manche et découvre qu'en Angleterre, les réglementations sur les accidents du travail ont aussi une histoire. Elle appelle les contacts d'Henri, qu'elle connaît déjà, en commençant par Marine Vigneron, docteur en droit, qui a particulièrement travaillé sur l'histoire de l'assurance-vie en Angleterre et en France. Bonjour Marine, c'est Garance, la documentariste. Je vous avais appelé pour un documentaire sur l'histoire de l'assurance-vie. Vous vous souvenez de moi ? Bonjour Garance, oui tout à fait, je me souviens très bien de vous. J'aurais encore besoin de vos lumières. Je me documente sur l'histoire de la protection sociale et des accidents du travail. J'ai lu qu'en Angleterre, cette lutte a été précoce. Je sais que vous avez étudié cette époque dans votre thèse. Pouvez-vous m'en dire plus ? Oui, tout à fait. En Angleterre, on constate une première ébauche de réglementation dans ce domaine sous le règne d'Élisabeth Ier en 1601. Alors la Poor Law, ou la loi sur les pauvres, organise l'assistance aux travailleurs dans le besoin. Cette loi impose une taxe sur les pauvres aux habitants aisés de la paroisse et elle est destinée à être distribuée aux individus qui ne sont pas en capacité de travailler. De la nourriture pouvait aussi être fournie et ainsi, en cas d'accident du travail, une aide ponctuelle pouvait être apportée par la paroisse.
Et quelles ont été les conséquences ? Eh bien, les conséquences de cette loi ont été plutôt négatives. La part consacrée aux plus démunis au sein du budget des paroisses a augmenté considérablement d'année en année, car les ouvriers cherchent à bénéficier de cette aide. Et les patrons, de leur côté, sachant que les ouvriers recevront une aide, ont tendance à baisser les salaires. Je comprends. On remarque en revanche qu'à partir de 1810, l'Angleterre décide que l'effort personnel doit devenir une règle et elle légifère pour éviter que l'ouvrier ne cherche à s'appuyer sur l'assistance. Du côté de la France, comment ça se passe ? Alors, en France, pendant l'Ancien Régime et la Révolution, la misère est considérée comme un vice honteux. Les pauvres sont enfermés au sein des hôpitaux et c'est l'Église catholique qui prend en charge l'assistance. Mais à la mort de Louis XIV, avec le développement de la philosophie des Lumières, on assiste à ce qu'on appelle une crise de la conscience européenne. Et on va constater l'arrivée d'organisations sociales inédites, comme les sociétés de secours mutuels, qui apportent une aide aux plus démunis. Mais cela ne dure pas, car au XIXe siècle, les expériences tentées précédemment pour lutter contre la pauvreté sont abandonnées. L'assistance aux pauvres n'est plus une priorité du gouvernement, qui s'en remet à la charité privée. Oui, on faisait confiance aux œuvres caritatives. Mais est-ce que ça a vraiment été efficace ? Alors non, pas vraiment, car la pauvreté est toujours là. Et c'est à ce moment que l'État prend conscience du rôle moral et social des assurances sur la vie et de leur capacité à procurer une aide à ceux qui disposent de faibles ressources. Il faut en effet savoir que les assurances sur la vie étaient en majorité souscrites par des gens aisés, car les cotisations étaient très élevées. L'État tente alors de favoriser la souscription des assurances par les ouvriers en fondant des caisses d'assurance gérées par l'État et avec des cotisations beaucoup plus faibles que dans les sociétés privées. Des caisses gérées par l'État sont aussi mises en place en Angleterre sous le nom de caisses postales, mais ces caisses connaissent un échec cuisant. Très peu d'ouvriers en bénéficient. Au début du XIXe siècle, l'État se tourne plutôt vers la réglementation des sociétés privées d'assurance, en France comme en Angleterre. Au revoir Marine, et merci pour votre aide. Mais je vous en prie, à très bientôt. Au revoir Garance. Garance poursuit son périple à travers le temps. Elle est passionnée par ce sujet. Elle veut à nouveau parler à Henri et lui adresse un SMS. Ensuite, Garance appelle Charlotte Broussy, maître de conférence à l'Université de Montpellier, grande spécialiste du droit de l'assurance et de son histoire. Elle a beaucoup travaillé avec elle ces derniers mois. Bonjour Charlotte, c'est Garance, la documentariste. Est-ce que je vous dérange ? Vous auriez un petit peu de temps pour moi ? Oui, Garance, je suis absolument ravie de vous entendre. Si je peux vous aider, c'est avec plaisir. Merci beaucoup Charlotte. Alors voilà, je travaille sur les assurances sociales et je suis arrivée à l'époque de la révolution industrielle. J'ai une question. Comment assurait-on les ouvriers en France à l'époque ? En France, en général, la deuxième moitié du 19e siècle marque l'avènement du risque professionnel, du moins de sa prise de conscience. La branche accidentelle de l'assurance se focalise alors de plus en plus sur ce type de risque, notamment pour les ouvriers. Les contrats peuvent être soit individuels, soit collectifs. Contrat individuel, ça veut dire que les ouvriers pouvaient s'assurer eux-mêmes ? En effet, le contrat d'assurance peut être conclu par l'ouvrier lui-même pour se garantir contre les accidents atteignant son corps et qui le mettent en un état d'incapacité temporaire ou permanente de travail. L'assurance lui est profitable dans le sens où, autrement, tout accident serait une potentielle condamnation à la pauvreté extrême pour lui et sa famille. Cela est cruellement avéré lorsque l'État commence à encadrer en le limitant le travail des femmes et des enfants. Il s'agit d'une assurance de réparation directe des dommages qui surviennent soit dans le cadre de la vie professionnelle, soit dans celui de la vie privée de l'assuré. Malheureusement, ces contrats qui peuvent coûter cher à l'assureur ne sont pas suffisants à réparer tous les drames humains. Les garanties sont souvent limitées. Ces contrats sont aussi très chers pour l'assuré ouvrier et les couvertures restent précaires parce que les contrats individuels peuvent être résiliés après chaque accident si les indemnités déjà payées par l'assureur sont jugées trop importantes par rapport aux primes. Par conséquent, les assureurs privés vont préférer les contrats d'assurance collective. Comment est-ce que ça fonctionne, les contrats d'assurance collective ? Ces contrats ne couvrent pas un assuré en particulier, mais un groupe. Ils sont souscrits par les patrons auprès des assureurs. Le groupe assuré est ainsi composé du personnel au service du patron lors de la signature du contrat et de ceux qui seront employés ultérieurement. Ça implique pour le patron de déclarer régulièrement à l'assureur l'état du personnel et les activités de l'entreprise. Je vois. En cas d'accident couvert, la compagnie indemnise directement la victime ou ses ayants droit. En théorie, seul le patron paye la prime d'assurance, mais en réalité, il opère des retenues sur le salaire de son personnel pour financer la prime totale d'assurance. Ces retenues obligatoires pour les ouvriers sont calculées proportionnellement à son salaire.
D'accord. Merci beaucoup Charlotte en tout cas. Avec plaisir, Garance. Au revoir. Garance sent bien que les temps changent en ce 19e siècle, où l'on commence à se préoccuper sérieusement de la condition ouvrière. Allô Henri, ça va ? Ça va, Garance ? Très bien, je t'appelle juste 30 secondes. Je suis arrivée à la fin du 19e siècle sur le sujet des accidents du travail. Et tu m'avais parlé d'une de tes connaissances qui pourrait m'aider à en savoir plus sur la prise en charge des travailleurs. C'est qui ? Oui, je me souviens. Contact de ma part, Jonas Knesch. Il est professeur des universités, il est directeur de l'Institut des assurances de Paris, à la Sorbonne. Il te parlera d'un sujet important, celui de la grande loi de 1898 sur les accidents du travail. Alors moi, je m'en souviens plus trop, j'ai appris ça quand j'étais jeune. Je te laisse le contacter, là, parce que là, je rentre en rendez-vous, donc mais tiens-moi au courant. Merci Henri, à très vite. Garance se renseigne un peu sur la loi de 1898. Cette loi a marqué un tournant en France dans la protection sociale. Elle permet aux salariés victimes d'un accident du travail de demander une réparation. Elle prend rendez-vous avec le professeur Jonas Knesch, qu'elle ne connaît pas. Elle l'appelle le lendemain. Bonjour monsieur, vous êtes le professeur Jonas Knesch ? Je suis Garance, je vous ai envoyé un mail. Oui, bonjour madame, merci beaucoup pour votre message que j'ai bien reçu et qui m'a fait bien plaisir. Donc, je suis vraiment désolé si vous entendez du bruit derrière moi, c'est qu'il y a des travaux autour du Panthéon et de la Sorbonne. Aucun souci. Mais j'ai bien compris que vous vous intéressez à la loi de 1898 et sur les accidents du travail, c'est bien cela ? Oui, plus exactement, je suis documentariste. J'ai réalisé pas mal de films sur l'histoire de l'assurance et à présent, je m'intéresse aux accidents du travail. J'ai remonté le temps depuis l'Antiquité. Vous avez écrit dans une de vos publications qu'il s'agit d'une étape essentielle de l'histoire sociale en France. Comment en est-on arrivé à ce texte ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le texte qui a abouti à la loi de 1898 a été débattu pendant 18 ans à la Chambre des députés, l'équivalent de l'Assemblée nationale aujourd'hui. La première proposition de loi a été déposée en mai 1880 et a donné lieu à des débats sur plus de versions différentes de ce texte. Alors, pour comprendre pourquoi on a mis autant de temps pour voter cette loi, il faut savoir qu'à l'époque, deux idéologies s'affrontaient autour de la place de l'État dans la prise en charge des accidents du travail. Deux idéologies, la première était libérale. Elle visait à résoudre le problème par une réglementation des seuls rapports entre le patronat et les ouvriers. La seconde idéologie mettait en avant une conception plus socialisante, avec une dimension collective du risque, parce qu'on voulait associer les pouvoirs publics à la prise en charge des victimes. Mais il me semble que les patrons s'étaient déjà occupés de leurs ouvriers avec des assureurs. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Il y a eu depuis bien longtemps des caisses de secours, des assurances privées, mais les caisses de secours dépendaient du bon vouloir des patrons, et les assurances privées étaient parfois, même souvent, source de contentieux au moment même de l'indemnisation des victimes. Pourquoi ? L'assureur prenait souvent la tête du procès et interdisait par exemple au patron de s'entendre avec son ouvrier. C'est pour cela que le député Martin Nadeau, qui était lui-même d'origine ouvrière et victime de plusieurs accidents du travail, a proposé une loi, proposition qui a ensuite abouti à la loi de 1898. On parle beaucoup du modèle de l'Empire allemand. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ? Alors, c'est vrai que pendant les débats et pendant ces 18 années de travaux parlementaires, beaucoup de députés se sont tournés vers l'Empire allemand, alors dirigé par le chancelier Bismarck, parce que l'Empire allemand était sur le point d'adopter des réformes sociales assez ambitieuses. En 1884, le Parlement allemand a en effet adopté une loi sur les assurances accidents, là aussi après des débats longs et agités, et le texte qui a été voté par les députés allemands avait mis en place un dispositif géré par des mutuelles professionnelles qui étaient financées exclusivement par le patronat et soumises au contrôle de l'État. Et c'est vrai que cette législation allemande a inspiré beaucoup d'autres pays comme l'Autriche, la Norvège, et en France, ce système d'assurance sociale adopté en Allemagne va aussi servir de référence pour une partie de la classe politique au moment des débats sur la loi sur les accidents du travail. La France a-t-elle suivi ce modèle ? Eh bien non, pas tout à fait, parce que la France s'est écartée de ce système public, parce que les mutuelles professionnelles étaient contrôlées par l'État. La France a plutôt privilégié un texte de compromis entre les deux idéologies libérales et socialisantes dont j'ai parlé tout à l'heure. La loi de 1898 consacre le principe de l'assurance privée, en plus à adhésion facultative pour les employeurs, mais on a également concédé
les choses aux défenseurs de l'assurance publique en imposant un mécanisme de mutualisation du risque au travers d'un fonds de garantie. C'est le fonds de garantie des accidents du travail, le FGAT. Et alors ce fonds, pour comprendre quel rôle il occupait alors, il faut savoir qu'il couvrait non pas le risque d'accident, mais il couvrait le risque de l'insolvabilité des assureurs et des employeurs lorsque, par exemple, les employeurs ne pouvaient pas payer les sommes d'argent auxquelles avaient droit les ouvriers victimes d'accidents du travail. Donc, pour être payé, l'ouvrier n'a pas besoin d'intenter une action en justice, mais il doit signifier au fond que l'assureur ou son employeur ne peut pas payer son indemnisation. Et quant aux patrons, ils sont obligés de financer le fonds avec une cotisation qui a évolué au fil du temps, et à l'époque, on parlait même d'impôt patronal. Est-ce qu'on peut parler d'ancêtre de la sécurité sociale ? Eh bien, un peu, je dirais. En tout cas, pour moi, il s'agit d'un grand pas en avant. Parce que pour la première fois dans l'histoire du droit français, les pouvoirs publics ont imposé et organisé la mutualisation d'un risque, qui va préparer, quelques années après, un système plus large, fondé sur la gestion des risques sociaux. En 1946, après la Seconde Guerre mondiale, on va créer la sécurité sociale que l'on connaît aujourd'hui et on va y intégrer la législation des accidents du travail. Et aujourd'hui encore, la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles est l'une des 5 branches de la sécurité sociale. Merci pour votre aide, monsieur. Au revoir. Eh bien, je vous en prie, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin de plus d'informations. Garance est contente, elle a terminé la partie historique de son documentaire. Elle a toute la matière nécessaire. Mais elle doit quand même penser à le terminer. Garance a essayé de joindre Bertrand. Il la rappellera. En attendant, elle discute avec Henri. Dis-moi, Henri, les accidents professionnels, les accidents tout court, les maladies, t'en assures beaucoup, toi, en tant qu'agent général ? Bah oui, bien sûr. Dis donc, c'est une grosse partie de notre travail aujourd'hui à l'agence. Tu vois, les complémentaires santé et prévoyance que nous proposons, elles interviennent en complément des prestations de la sécurité sociale. On va verser des indemnités ou des rentes en cas de maladie ou d'accident. On propose aussi des contrats de garantie, dits garantie des accidents de la vie, qui permettent d'apporter une indemnisation à l'assuré, notamment pour réparer un préjudice économique. Pour compléter, il ne faut pas oublier les travailleurs indépendants, les artisans, les commerçants, les professions libérales, qui ont vraiment besoin d'être assurés, parce que c'est la vie de leur entreprise qui est en jeu quand ils sont malades. Et puis enfin, il y a les auto-entrepreneurs. Ils sont de plus en plus nombreux, donc tu vois, il faut penser à les assurer. C'est un métier très riche, tu sais. Mais il y a la sécurité sociale, comme tu le disais. Ça suffit pas ? Et non, malheureusement, même si la sécurité sociale, c'est une belle avancée que l'on doit aux luttes sociales et qu'il faut préserver sans en abuser, elle ne couvre pas tout, elle ne couvre pas suffisamment. Il faut vraiment que les personnes soient conseillées pour bien mesurer l'étendue de leur garantie en cas d'accident et de maladie. C'est pour cela que moi, dans mon métier d'agent général, j'établis ce qu'on appelle des bilans de prévoyance. Et je vérifie comme ça si la famille est suffisamment couverte, évidemment couverte financièrement, en cas de coup dur. C'est vrai, Henri. Quand on regarde tous les combats qu'il a fallu mener pour arriver à obtenir une protection sociale de qualité, faut en prendre soin. Garance ne pouvait imaginer que son week-end dans le Lot-et-Garonne l'emmènerait vers son 5e documentaire. Elle est en train de relire ses notes. Garance s'interroge. Pourquoi parle-t-on si peu de ces centaines de milliers d'accidents du travail par an qui sont même parfois relégués dans la rubrique faits divers ? Garance reçoit un SMS. Tiens, Bertrand m'envoie une vidéo. Alors, voyons voir. Oui, Garance. Bon, j'ai bien vu votre message parce que c'est pas simple comme question d'accident de travail. De toute façon, c'est vraiment un problème massif et vous l'avez noté très très peu visible, à part dans les médias, dans la rubrique faits divers de la presse régionale. Alors vous le savez certainement, vous avez des secteurs qui sont particulièrement, comme on dit, facteurs de risque. Pour les hommes, c'est plutôt le bâtiment, les travaux publics et même l'industrie. Chez les femmes, c'est plutôt les activités de service. Mais paradoxalement, depuis 10 ans, le nombre d'accidents de travail et surtout l'indice de fréquence ne baisse plus, à part en 2020 où, bien sûr, le nombre d'accidents de travail s'est réduit de près de 18% du fait des confinements. Alors moi, je vous propose, Garance, d'ouvrir un petit peu le périmètre. Il faut aussi parler plus généralement de la santé au travail. Je vous conseille d'ailleurs de voir cette nouvelle loi pour renforcer la prévention en santé au travail. Il y a de nouvelles dispositions, évaluation de la prévention des risques professionnels, action de promotion de la santé sur le lieu de travail, etc., etc. Quant au nouveau plan santé au travail,
qui va, je crois, jusqu'en 2025, voilà. Ce plan concentre ses efforts sur les travailleurs vulnérables. Vous savez, ces jeunes, entre guillemets, moins expérimentés, qui représentent quand même 15% des accidents graves ou mortels. Alors ce plan, il cite vraiment aussi les secteurs les plus accidentogènes. Bien sûr la construction, l'agriculture et même les industries extractives ou encore la gestion des déchets. Alors, il y a aussi, de mon point de vue, d'autres sujets à prendre en compte. La robotisation, par exemple, l'intelligence artificielle, le travail à distance, et puis, d'un point de vue général, les nouveaux modèles d'entreprise qui bouleversent le monde du travail. De nouveaux risques professionnels apparaissent, que ce soit du fait de technologies, de nouvelles molécules chimiques, de nouveaux procédés de fabrication. Donc, il y a quand même une mobilisation. C'est ce qu'il faut noter, Garance. Par exemple, les syndicats européens, rejoints par les ministres du Travail de certains États membres, s'inquiètent également de la progression des maladies professionnelles. 100 000 travailleurs meurent chaque année de cancer liés à l'exposition à des substances dangereuses sur leur lieu de travail. Mobilisation encore de la Confédération européenne des syndicats. Elle a lancé dernièrement un manifeste, co-signé d'ailleurs par plusieurs ministres et eurodéputés, en vue d'éradiquer les accidents du travail mortels d'ici 2030 au sein de l'Union européenne. Bon, voilà quelques éléments, Garance, que j'ai pu concentrer. J'espère que j'ai été utile à vos recherches. À très bientôt et à votre disposition si besoin. Garance est surprise. En quelques jours, elle a découvert un vrai sujet de société. Les accidents du travail touchent en France tous les ans des centaines de milliers de personnes et aussi leurs familles. Elle a bien compris le rôle des pouvoirs publics, du dialogue social dans les branches professionnelles, de la prévention et des assureurs. Elle se rappelle alors cette phrase d'Henri, cet agent général qui l'a bien conseillé et bien aidé dans ses recherches. Le grand public sous-estime beaucoup le rôle de l'assurance, son utilité sociale. Elle est un acteur majeur de la prospérité des sociétés. L'assurance accompagne depuis des millénaires les transformations multiples de notre monde, la libération de l'homme et la sécurisation de l'aventure entrepreneuriale. Tout ça face aux multiples risques auxquels nous sommes confrontés. Ça assure, un podcast proposé par l'Assurance en Mouvement et AGA.